Depuis près de 6 mois, une ombre plane sur le nom de Didi. Une ombre glaciale faite de murs en béton, de portes blindées et de cris étouffés par les couloirs les plus sombres de la justice américaine. Ce n'est pas un simple passage à vide ou un épisode discret de sa carrière. Non. Didi, l'icône planétaire, est aujourd'hui enfermé dans un lieu où l'espoir semble interdit. Un endroit que même les criminels les plus aguerris redoutent, le Metropolitan Detention Center de Brooklyn. Une prison fédérale nichée au cœur de New York, mais bien loin de l'image de Manhattan étincelante et vibrante. Ce centre, souvent surnommé le tombeau administratif, n'a rien du fantasme hollywoodien de la détention. Ici, il n'y a pas de rédemption, pas de parcours de reconstruction, seulement la brutalité nue d'un système écrasant, rongé par la surpopulation, la violence et une désorganisation institutionnalisée. Des juges eux-mêmes refusent parfois d'y envoyer leurs prévenus, c'est dire. Et pourtant, Didi y est, pas en tant que condamné, non, mais en tant que prévenu, en attente de jugement. Pourtant, à l'intérieur, il n'y a aucune différence. La présomption d'innocence se dissout dès le passage du portail métallique. Ce qui choque d'emblée, c'est l'absence totale d'humanité. Les cellules minuscules, surpeuplées, parfois partagées avec un inconnu, parfois laissées en isolement total. Le sommeil devient un luxe rare. Un matelas de quelques centimètres posé sur une plaque d'acier, aucune couverture correcte, un oreiller inexistant. Le froid du métal colle au dos comme une malédiction nocturne. Chaque nuit est un combat, chaque minute un test mental. Mais le plus insoutenable, ce n'est pas seulement l'inconfort, c'est la peur. Car dans ces murs, la violence n'est pas un risque, elle est une routine. Rixes, agressions, blessures, parfois la mort. Des incidents à peine couverts, à peine enquêtés. En juin, un homme a été poignardé sous les yeux impuissants du personnel. En juillet, un autre est mort après une altercation, seul dans sa cellule. Ces drames sont presque banals ici. Et dans ce théâtre du désespoir, Didi, célèbre entre tous, devient paradoxalement une cible. Car la notoriété dans ce lieu n'apporte ni protection ni privilège. Elle attire le danger. Les autres détenus le scrutent, le jugent, parfois le définent. Les gardiens, eux, ne font aucune distinction. Pire encore, la corruption ronge la sécurité déjà précaire. Des objets interdits circulent entre les murs comme de l'eau dans un fleuve souterrain. Drogue, téléphone, parfois des armes improvisées, en échange d'argent ou de silence. Certains agents ont été arrêtés, d'autres continuent dans l'ombre. Et lorsque le personnel est trop peu nombreux, ce qui est presque quotidien, des secteurs entiers sont mis en confinement extrême. Cela signifie pas de cours, pas de douche, pas d'appel, pas de visite. Juste 4 murs et un plafond pendant des jours. Comment un homme comme Didi, habitué à la lumière, aux scènes mondiales, peut-il supporter cette obscurité totale? Chaque jour passé là-bas le transforme. Son regard change, ses gestes se figent, ses pensées s'enferment. Certains disent qu'on en ressort différent, d'autres disent qu'on n'en ressort jamais vraiment. Le souvenir de ces tournées, de ces fans en délire, de ces hits diffusés partout sur la planète, tout cela semble lointain, presque irréel. À la place, il y a le grincement des loquets, le cri d'un voisin en pleine crise, l'odeur d'humidité et de sueur. Mais ce qui dérange le plus dans toute cette affaire, c'est la décision même de l'incarcérer là, dans un centre aussi décrié, alors que le procès n'a même pas commencé. Pour certains analystes, il s'agirait d'une stratégie officieuse, une forme de pression psychologique, un moyen de briser les accusés avant même qu'ils aient pu se défendre. Et dans le cas de Didi, cette théorie résonne avec force. Parce qu'il n'est pas un simple citoyen, il est un symbole, une figure publique, un nom connu dans le monde entier. L'envoyer là, c'est aussi envoyer un message. Mais à qui? Aux autres célébrités? À ceux qui pensent être intouchables? Ou au public, pour qu'ils comprennent que même les plus puissants peuvent tomber? Car la prison de Brooklyn, c'est un théâtre où chaque détenu est un acteur forcé d'un drame imposé. Et pour Didi, ce drame ne fait que commencer. Sa santé mentale, déjà fragilisée, vacille. Les rumeurs de crise de panique, de moments d'hallucination se multiplient. Certains parlent même d'une tentative d'automutilation,
rapidement étouffé par l'administration. Et pendant ce temps, à l'extérieur, les médias s'affolent, les fans s'interrogent, les théories se multiplient. Mais une seule chose est sûre. Didi est au cœur d'une épreuve que même ses pires ennemis n'auraient pas imaginée. Le plus inquiétant, c'est que cette épreuve, si elle continue, pourrait bien le briser pour toujours. La lumière ne s'éteint jamais vraiment au MDC Brooklyn. Même la nuit, elle continue de briller faiblement comme un projecteur implacable braqué sur une scène tragique où Didi joue malgré lui le rôle principal dans cet enfer d'acier et de silence. L'intimité n'existe pas, le bruit est omniprésent, les cris des autres détenus résonnent sans cesse dans les couloirs métalliques. Les portes claquent, les haut-parleurs hurlent des annonces incompréhensibles. Le rythme quotidien n'est pas celui du temps libre, mais celui imposé par la prison. Chaque matin, 3 repas sont glissés à travers une fente dans sa cellule des plateaux sans goût, souvent froids, parfois incomplets, qui laissent la faim s'installer doucement, mais sûrement comme une présence invisible mais constante. Chaque jour, il bénéficie d'une heure, à l'extérieur, une seule heure, dans une cour bétonnée, surveillée de tous les côtés, 1 heure pour marcher en rond, respirer, un air qui semble à peine plus pur qu'entre les murs. Le reste du temps, c'est l'isolement, le béton, le silence qui hurle dans la tête, le vide qui s'installe, l'hygiène elle-même devient un privilège rare. Seulement 3 douches par semaine, pas plus le reste du temps, il faut attendre ou se contenter de lingettes. S'il y en a, l'eau chaude est un luxe, une légende presque. Et pendant ce temps, le lien humain s'efface. Didi n'a droit qu'à un appel téléphonique par semaine, un moment précieux, chronométré, surveillé, enregistré, un fil fragile, tendu entre lui et le monde extérieur, un fil qui menace de se rompre à chaque instant. Il peut recevoir jusqu'à $160 par mois, de quoi acheter quelques objets dérisoires, mais essentiels, des snacks, des boissons, un t-shirt, une paire de baskets, et parfois l'illusion d'une normalité perdue parmi ces maigres privilèges, un lecteur MP3, avec quelques morceaux filtrés, ironie cruelle, pour un artiste de renommée mondiale, réduit à écouter ce que l'administration veut bien lui permettre, mais même ce droit peut être refusé, car ici tout se monnaie, tout se négocie, sauf la liberté, l'isolement et la règle. Didi a été placé dans une zone de sécurité renforcée, censée le protéger. En réalité, il est seul, totalement seul. Ses promenades se font sans compagnie. Ses repas dans le silence, le plus total. Ses pensées sont ses seules compagnes. Et dans cet environnement, chaque détail devient une obsession. Le son d'une serrure qui tourne le pas d'un gardien dans le couloir, le cliquetis d'un chariot qui passe, tout devient un signal, un rappel permanent de l'enfermement et de la déshumanisation. Ce n'est pas une punition, c'est une lente déconstruction, une usure méthodique de l'être humain. Certains y voient une simple conséquence de ces actes présumés, d'autres dénoncent une punition anticipée, mais tous s'accordent sur une chose au MDC Brooklyn. On ne se contente pas de priver les détenus de leur liberté, on les broie chaque jour un peu plus. Didi ne vit pas, il survit, il se raccroche à des fragments de souvenirs, à des images floues de sa vie d'avant. Mais ces souvenirs s'estompent, et l'oubli guette dans cet endroit où la lumière ne réchauffe rien chaque jour, est une bataille, une lutte invisible contre le vide, contre le néant, contre l'idée de ne plus exister. Et ce que les gens ne comprennent pas à l'extérieur, c'est que le pire en prison, ce n'est pas la promiscuité ni même la violence, c'est le silence, c'est le temps qui s'étire, sans but, c'est l'absence totale d'humanité. Car l'homme n'est pas fait pour être seul aussi longtemps. Quand il est arrivé, le personnel pénitentiaire a pris une décision radicale, l'isoler complètement pour sa propre sécurité, en apparence, mais ce choix a plongé Didi dans un abîme dont peu reviennent. Il ne parle à personne, il ne voit presque personne, il ne touche plus personne. Et dans cette solitude extrême, l'esprit vacille peu avant son anniversaire. Les premiers signes de rupture sont apparus, changement d'humeur, comportement imprévisible, désorientation, il ne souriait plus, ne chantait plus, ne mangeait presque plus. Et un jour, il aurait tenté de mettre fin à tout cela, un acte de désespoir profond. Aussitôt, la prison a réagi. Il a été placé sous surveillance constante.
une cellule sans objet, sans possibilité d'évasion mentale. Chaque mouvement est observé, chaque respiration, notée chaque seconde, devient une épreuve. C'est ce qu'on appelle le suicide watch, une surveillance censée protéger, mais qui en réalité ne fait qu'accentuer le supplice. Une lumière allumée 24 heures sur 24, une caméra braquée sur lui sans relâche, aucun répit, aucune intimité, une surveillance totale qui prive de sommeil, de repos, de dignité. Il ne peut même plus se cacher pour pleurer dans ce. Et si l'enfer avait une adresse, ce serait peut-être ici, dans cette cellule nue où même les draps sont parfois absents, où les vêtements normaux sont un souvenir et où les objets personnels sont bannis pour éliminer tout risque. Mais en réalité, pour arracher les dernières miettes d'humanité, son avocate a voulu rassurer l'opinion, affirmant que Didi allait bien, que les rumeurs sur son état mental étaient largement exagérées. Mais il n'a jamais nié la vérité crue, celle d'un homme qui dort sur une planche métallique avec un matelas trop mince pour adoucir les douleurs d'un corps usé dans un espace minuscule de moins de 2 mètres carrés, un espace où l'on ne vit pas, on tourne en rond, on s'efface et on s'éteint lentement. Car l'isolement prolongé, ce n'est pas simplement de la solitude, c'est une forme de torture invisible, une érosion psychique, documentée par de nombreuses études. L'anxiété, la paranoïa, les hallucinations, la dépression, autant de spectres qui s'installent et s'emparent de l'esprit sien, et s'emparent de l'esprit jour après jour. Et Didi n'est pas seul à sombrer. Ici, au MDC Brooklyn, ce cycle est sinistrement connu ces dernières années. Au moins 4 détenus s'y sont donné la mort, un chiffre glaçant mais ignoré, car dans les rouages glacés de cette machine carcérale, un suicide n'est pas un échec humain, c'est un détail, un dommage collatéral qu'on balaie d'un rapport sans émotion. Et pourtant Didi, lui star planétaire, habitué au tapis rouge et au flash, se retrouve confronté à la plus brute des réalités, celle d'un homme sans pouvoir, sans statut, sans protection, dépouillé, jusqu'à l'essentiel de ce qui faisait de lui un être humain. Il n'est plus qu'un numéro, un nom, dans un registre, une ombre enfermée dans un cube de béton. Lui qui a régné sur les studios et les classements n'a plus pour seule musique que celle de ses pensées, un vacarme silencieux qui cogne sans cesse. Et l'ironie était cruelle. Lui qui fut entouré, adulé et idolâtré, ne connaît plus aujourd'hui que l'écho de sa propre voix, lui qui a illuminé les scènes du monde entier. Se débat désormais dans l'obscurité la plus totale. Mais la vraie question que personne ne pose, c'est comment on survit à ça. Comment on continue à respirer quand chaque souffle est une douleur? Comment on conserve un fragment de soi? Quand tout l'environnement veut le broyer, quand la prison devient une tombe ouverte? Un appel téléphonique diffusé en novembre, à l'occasion de son anniversaire, a brièvement redonné un visage à Didi. On l'y entendait, calme, posé, presque apaisé. Il remerciait sa famille, leur demandait de tenir bon, mais derrière cette voix contrôlée. Combien de nuits passées, les yeux ouverts à fixer un plafond qui ne répond jamais? Combien de douleurs cachées, de pensées inavouables? Combien de fois a-t-il regardé ces murs, en se demandant si un jour il en sortirait, car personne ne sort indemne de cet isolement. Pas même les plus célèbres, pas même les plus riches. Et chez Didi, la souffrance n'est pas qu'émotionnelle, elle est aussi physique depuis plus de 20 ans. Il traîne une blessure au genou, un mal ancien, qui lui collait à la peau, même au sommet de sa carrière, qu'il parvenait à contenir grâce à des traitements privés, des spécialistes dévoués. Mais ici, dans cette forteresse d'oubli, sa douleur est devenue un supplice quotidien, aggravé par les conditions de détention. Son matelas de 4 cm posé sur une plaque de métal réveille la souffrance à chaque mouvement. Il n'y a ni oreiller ni coussin adapté, aucun soin individualisé, seulement la douleur nue et la nuit glacée pour l'accompagner face à la détérioration de son état. Une IRM a finalement été autorisée le 30 janvier dernier, mais même cet acte médical s'est déroulé dans le plus grand secret, transporté à l'hôpital à 22 heures sous escorte discrète, dans l'obscurité, puis aussitôt ramené au centre pénitentiaire à 080. L'abri des regards de cette opération nocturne rare pour un détenu a fait naître les théories les plus folles. Certains internautes sont allés jusqu'à affirmer qu'il aurait été échangé, remplacé par un sosie dans la nuit.
Une idée absurde, sans fondement, mais révélatrice du climat délirant qui entoure son incarcération, car le mystère nourrit toutes les spéculations et alimente les fantasmes. Mais au fond, peu importe les rumeurs, la vérité est là, implacable. Didi n'a plus accès aux soins qu'il avait à l'extérieur. Et chaque jour de souffrance grignote son énergie, sa volonté, sa résistance. Et pourtant, malgré cet univers impitoyable, certains maigres privilèges subsistent. À condition d'avoir des proches généreux, jusqu'à $160 peuvent lui être envoyés chaque mois, une somme avec laquelle il peut acheter à la cantine quelques produits de base ou de petits conforts, mais à des prix souvent exorbitants, des snacks, des boissons sucrées, des vêtements simples, des t-shirts, des sous-vêtements, parfois, mais une paire de New Balance quand elles sont disponibles. Et dans cet environnement où tout est gris, ces objets prennent une valeur symbolique démesurée. Un t-shirt propre devient une armure, une canette fraîche, un souvenir de liberté, un paquet de chips, un éclat de vie normal, à laquelle on s'accroche désespérément, comme à une bouée au milieu d'un océan de béton. Et dans ce semblant d'humanité que la prison veut encore accorder, il lui reste 1 heure par jour. 1 heure de sortie, 1 heure de semi-liberté sous haute surveillance. 1 heure pour respirer un peu, pour marcher en rond dans une cour froide, mais surtout 1 heure pour écouter. Car oui, Didi a accès à un lecteur MP3. Une poignée de musique choisie non pas par lui, mais par l'administration pénitentiaire. Et pour n'importe qui, cela semblerait anodin. Mais pour lui, la musique, ce n'est pas un divertissement. C'est un souffle, un acte de survie. Chaque note, chaque parole, c'est un rappel de qui il était, de ce qu'il représentait, un écho du passé qui résonne entre 4 murs. C'est la seule chose qui traverse les barreaux sans permission. Pourtant, ces instants restent fugaces. Ils ne gomment ni les